bonjour à tous. Tout d'abord, en préambule, je remercie le comité d'organisation pour le choix du lieu emblématique et chargé d'histoire. Et puis le choix de la date, je ne sais pas si c'est dû à un hasard, mais Joël Belaïch-Allard l'a dit tout à l'heure, c'est un jour quand même assez particulier de commémoration et qu'on puisse et célébrer, si on peut parler de mot célébrer, cette journée en ce lieu et surtout dédié aux droits des femmes est fortement symbolique. Et je voulais vous remercier pour vraiment le hasard, dit-on, fait bien les choses, pour cette confluence de date et de lieu. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de jouer vraiment, comment dirais-je, c'est pas un jeu, mais vraiment vous allez vivre ce que moi j'ai vécu. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. On est la nuit du 5 au 6 février 2023 et un violent séisme aux conséquences dévastatrices vient ébranler le sud-est et le nord-ouest de deux pays, respectivement la Turquie et la Syrie. Les zones touchées sont la zone de Gaziantep et de Kahramanmaraş. Première survenue de ce tremblement de terre est de magnitude 7,8. Il survient en pleine nuit et il dure 2 minutes. Les secondes qui suivent ne révèlent pas encore l'ampleur du désastre. C'est dans les heures qui vont suivre et surtout après la survenue du second tremblement de terre de magnitude similaire que l'on va progressivement découvrir la catastrophe. Cette catastrophe, elle va être suivie de milliers de répliques qui vont un petit peu continuer à entretenir une certaine terreur sur les lieux. Il faut savoir que c'est une zone quand même touchée qui est aussi grande que la Hongrie. La Hongrie, ça fait 410 000 km². Et donc 90 000 km² touchés, donc ce sont des zones quand même à haute densité d'habitants, touchées en pleine nuit, en plein hiver, sous la neige, donc des vies fauchées en pleine nuit. Dès lors, l'organisation internationale va prendre le relais pour venir en aide aux autorités locales. Très vite, les gouvernements turcs et malheureusement pas immédiatement syriens vont demander l'aide internationale qui va s'organiser. Cette aide, elle va toucher, elle va être, comment dirais-je, très rapidement se mettre en place, avec plus d'une centaine de pays qui vont prêter main forte à la Turquie et à la Syrie dans la mesure du possible, puisque comme c'est une zone de conflit, les frontières étant fermées, malheureusement, les populations syriennes ne vont pas pouvoir bénéficier d'emblée de l'aide que les populations réclament. Donc, voici quelques photos pour vous montrer un petit peu que on peut, si l'on souhaite, on a parlé tout à l'heure de zones de conflit, on a parlé de zones de guerre, et bien dans l'adversité, on peut aussi œuvrer pour le bien-être, pour la bienveillance commune. Et donc là, peu importe les origines ethniques, peu importe la religion, il n'y a plus que l'humanité qui compte, l'homme avec un grand H. Et pour nous, j'allais dire avec un grand F, pour l'aide aux femmes. La France va être un des pays les plus réactifs aussi. Donc il y aura l'aide gouvernementale. Et puis va entrer en jeu le rôle de Action Santé Femmes. Et donc je vous disais en préambule, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc en pleine nuit, une population est dévastée. Et Action Santé Femmes, en 48 heures, va se mettre sur le pied de guerre, si je puis dire, mais pour la bonne cause, pour essayer de mobiliser autant que faire se peut les compétences. Alors il y a eu d'abord une recherche de personnes compétentes professionnellement, donc des gynécologues, des obstétriciens, des logisticiens, et dans l'idéal qui est la possibilité de pouvoir parler le turc et l'arabe, le syrien, si possible. Le hasard fait bien les choses, donc j'ai été sollicité par Action Santé Femmes, par l'intermédiaire d'une sage-femme qui s'appelle Sevda,
qui travaille en Auvergne, au CHU de Clermont-Ferrand, qui était mon étudiante lorsque j'étais en Auvergne et dont j'ai dirigé certains de ses travaux. Et elle m'a appelé en disant « Écoute, Action Santé Femmes a besoin de toi, il faut que sous 48 heures, on parte. » Et pour resituer un petit peu la situation, si je puis dire, donc moi je travaille à l'hôpital Femmes-Enfants au CHU de Clermont-Ferrand, au sein des Hospices civils de Lyon. Donc c'est un jeudi, je suis en consultation, j'ai mon activité opératoire comme tout professionnel, et on vous appelle. La veille, je regardais les informations et je voyais toutes ces populations, tous ces secours, ces tractopelles, essayer de sauver des vies encore sauvables. Et je me suis dit intérieurement, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis là, mais à part aider pécuniairement, donner de l'argent, on ne peut rien faire d'autre. Peut-être la Providence m'a-t-elle écouté, puisque le lendemain matin, en pleine consultation, j'ai été sollicité par ASF en disant « Écoutez, on a besoin de vous, il faut y aller ». Alors il faut y aller, comment il faut y aller? C'est-à-dire qu'on a une consultation, on a des gardes, on a une activité de bloc opératoire, et c'est là où l'humanité entre en jeu aussi, l'humanité au sens interrelation humaine. Vos collègues, vos amis, votre famille, parce que vous faites abstraction de tout. C'est-à-dire que vous abandonnez un petit peu votre cadre de vie, votre zone de confort. Il va falloir du jour au lendemain, vous n'avez jamais campé, vous n'avez jamais été en dehors de votre zone de confort. Il va falloir aller prêter main forte. Et puis, il va falloir aussi être en accord avec vos valeurs. La veille, vous êtes en train de vous demander, mais mon Dieu, comment je peux faire pour les aider? Et puis là, on vous dit, il faut y aller. Donc, il faut faire des choix. Et choisir, c'est parfois renoncer. Donc, il a fallu réorganiser les agendas. Et là, je remercie vraiment la team HCL, donc mes collègues qui ont repris quelques gardes, les consultations qui ont été déplacées. Merci à mes secrétaires, ma direction qui a été très bienveillante. Merci à l'hôpital de Thiers où je travaille également, dans le Puy-de-Dôme, où on a monté des kits, des doudounes pour les bébés, des tétines, des couches, enfin tout ce qu'il fallait en 24 heures. J-1, on se prépare. On se prépare comment? Bien, il va falloir aller chez Decathlon sans faire de publicité, acheter des sacs de couchage, un sac à viande, je ne savais même pas ce que c'était, des gants, enfin plein de trucs. Et puis me voilà avec un sac à dos le samedi à me rendre à l'aéroport Saint-Exupéry pour aller à Istanbul, puis à Adana en 24 heures pour me rendre sur les lieux de ce séisme. Alors, les objectifs qui ont été fixés, c'était d'abord d'établir des contacts avec les différents acteurs locaux, d'obtenir des autorisations. Et oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Je vous ai parlé en introduction d'aide gouvernementale, et je remercie encore la France pour sa réactivité. Mais quand on n'est pas une organisation gouvernementale, il faut montrer patte blanche. Et les autorités locales, notamment en Turquie, sont assez délicates. Et donc le fait que je sois bilingue a été d'une aide importante pour fixer un petit peu, pour poser les jalons des missions futures qui allaient aussi se profiler. Donc on a obtenu les autorisations, on devait obtenir les autorisations, on devait évaluer les besoins en maternité et en périnatalité. Donc on est arrivé à Adana, en pleine nuit, à 2h du matin, il n'y a plus aucune chambre de disponible. En fait, on se débrouille finalement, le veilleur de nuit d'un des hôtels nous prête sa chambre. Donc on dort dans la chambre du veilleur de nuit jusqu'au lendemain, où on devait nouer des contacts avec les premiers arrivants de Action Santé Femmes, notamment Patrick, et puis on devait lier contact avec des membres de Pompiers Solidaires, qui étaient plutôt chargés du versant logistique. Ensuite, on a loué des véhicules, et puis on s'est rendu sur le lieu où on avait besoin de nous, c'est-à-dire l'épicentre à Kahramanmaraş du séisme. Alors voici pendant le trajet, c'est les photos que j'ai prises sur la route pour que vous voyagiez un petit peu avec moi, mais ce n'était pas un voyage touristique parce que, vous voyez, c'est chargé d'émotions et puis là-dessous, il y a des décombres, il y a des vies, il y a encore des gens en vie, potentiellement en vie encore, et vous passez, vous avez une mission à remplir, mais vous ne pouvez pas vous arrêter, vous n'êtes pas pompier, et vous avancez. Vous arrivez, puis on arrive à Kahramanmaraş,
qui est donc cette ville du sud-est. La première nuit, on est accueilli par une population d'une résilience immesurable. Les gens sont sous des tentes, il y a de la neige, il fait -10, et puis il y a les mamans qui font des soupes, qui les distribuent à nous, alors qu'on vient les aider, c'est eux qui nous aident. On leur dit, mais on veut pas manger, on veut pas boire, on veut aider. Non, non, mais vous avez besoin de force, vous êtes venus nous aider, on vous a fait tout cela pour vous. Et l'organisation locale était telle que chaque mairie, à tour de rôle, envoyait par camion, justement, des éléments pour cuisiner sous des tentes, et puis pour essayer de recueillir le plus de monde possible, parce que les gens, les maisons avaient été fragilisées et ne voulaient plus dormir dans leur maison, même si elles étaient encore debout, elles étaient toutes fissurées, il y avait des répliques, donc les gens vivaient dehors, dans leur voiture, sous des tentes, etc. Donc on est arrivé dans un premier hôpital, et dans cet hôpital, CHU, il n'y avait pas de maternité. La maternité était à 5 km dans une autre structure qui était un hôpital femme-mère-enfant de niveau 3. Donc notre première nuit, c'était la prise de position, la prise de nos marques, l'établissement des conventions, l'obtention des agréments. Et puis un état de fatigue, vous pouvez voir avec un de nos infirmiers et notre sage-femme en train d'attendre les papiers. Et moi, j'étais en train de parlementer sur notre mission, sur les tenants, les aboutissants et l'essai d'obtention le plus vite possible de documents nous permettant et de circuler et surtout d'établir nos quartiers pour pouvoir intervenir. Enfin, le troisième jour, on arrive donc dans cette maternité, on commence nos autres activités. Donc, quelles étaient-elles, ces activités ? Bien, l'activité de tout hôpital de niveau 3, les consultations, les accouchements, la gestion de la salle d'accouchement, les césariennes, la gestion des urgences gynécologiques, des urgences obstétricales. L'équipe était constituée donc de 3 infirmiers, infirmières, de 2 sapeurs-pompiers, d'un logisticien, d'une sage-femme et d'un gynécologue obstétricien. Et on avait établi donc notre camp dans une base de vie qui était très bien équipée, mais qui n'est arrivée qu'en cours de mission. Alors voici un accouchement effectué par notre sage-femme, clermontoise. Voilà, un bébé pour montrer que quand même, il y a de l'espoir. La vie renaît toujours après la mort, dit-on. Et puis notre base de vie, voilà, qui était notre jolie tente chauffée, mais que les 2 derniers jours de ma mission. Le 6e jour, ASF m'a demandé d'établir des contacts avec l'hôpital français, donc envoyé par l'organisation gouvernementale française, qui était un hôpital EMT2. C'est un hôpital où il y a un laboratoire, où vous avez un centre de prélèvement, vous avez un bloc opératoire, vous avez une table d'accouchement, enfin tout ce qu'un hôpital a pour fonctionner. Donc là, j'ai participé aussi à des consultations avec une sage-femme lyonnaise qui était aussi donc qui collaborait en fait avec l'armée, mission d'armée de l'armée française. Et je vous ai mis une petite photo où il y a une ration avec une boîte de conserve et une bouteille d'eau. Et je n'ai pas eu le temps de manger ma ration parce que tellement il y avait d'urgence à voir. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des résultats de bêta-HCG et de CRP, donc un marqueur de l'inflammation, aussi rapides. Une patiente arrive, on suspecte une possible grossesse, possiblement extra-utérine, je demande des bêta-HCG, je demande une CRP également, une NF. Je vais pour m'asseoir pour essayer de déguster ma ration, et puis on me dit au bout de 10 minutes, le bilan est prêt. Effectivement, il fallait faire 10 mètres sous la tente, les automates étaient là, et le bilan était prêt. Donc, pour vous dire que quand on veut que ça fonctionne bien, ça peut bien fonctionner. Et puis, donc, le 7e jour, je suis revenu dans notre hôpital et dans notre camp de base où nous avons poursuivi les consultations d'urgence gynécologique et obstétricale. Et le 8e jour, la mission touchait à sa fin, on regagnait la France. Alors, quelques notes personnelles pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai ressenti pendant cette mission. Il y avait d'abord l'effroi face aux images que je vous ai faites défiler, et encore je ne vous ai pas montré les pires. Et puis la résilience des victimes, la perte de proches, et puis l'espoir finalement au décours d'une vie qui rejaillit après une naissance. Et puis les rencontres qu'on a eues, autant interprofessionnelles qu'avec les gens là-bas, les victimes là-bas. Quand je parle de victimes, elles n'étaient pas que turques, il y avait beaucoup de réfugiés syriennes
Et puis j'ai le souvenir marquant, par exemple, d'une Syrienne que j'avais césarisée. Et je lui disais, alors vous êtes heureuse? Elle me disait, mais comment voulez-vous que je sois heureuse? Ça devrait être le plus beau jour de ma vie, mais ma femme, mon frère et ma belle-sœur, enceintes, on était à une semaine de décalage, on devait accoucher à une semaine de décalage, ils sont morts tous les trois. C'est saisissant, ce sont des leçons de vie également, c'est-à-dire que la vie rejaillit malgré tout. Et puis notre profession de soignant est à bien des égards un point et un pont entre les femmes et au sens humanité, vous l'aurez compris. Et je voudrais terminer par le fait que Action Santé Femmes n'a jamais coupé notre cordon ombilical, notre lien. On avait toujours une visioconférence tantôt le matin, mais surtout le soir. Pourquoi? Parce qu'on était le nez sur le guidon. Et en étant le nez sur le guidon, on ne voyait pas ce qui se passait. D'abord pour des conditions de prise en charge, mais surtout pour de la sécurité. Et donc, on nous demandait ce dont on avait besoin, on nous demandait ce qu'il fallait faire, et puis ce que la population locale avait besoin. Et donc, pour que ceux qui allaient venir puissent aussi venir avec du matériel. Et ça, pour nous, c'était très rassurant. Je ne dis pas qu'on se languissait le soir de se retrouver dans la visio, mais c'était le seul moment un peu de répit et de paix qui nous rattachait en fait à la France et donc à quelque chose de normal, d'une vie normale. Ensuite, on dit qu'apprendre, c'est apprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, en salle d'accouchement, j'ai fait aussi un accouchement entre guillemets physiologique, puisqu'on était un peu débordés, et je leur ai montré comment on faisait une épisiotomie un filonneux. Ça leur a beaucoup plu. Ils ont dit, ok, c'est très bien, ça va très bien, c'est vite et c'est pas cher. Et puis moi aussi j'ai appris, parce qu'on avait une dame qu'on avait sortie des décombres, qui malheureusement avait une grossesse arrêtée au premier trimestre. Et donc je vois le bip affiché sur le mur en disant à l'infirmière d'appeler l'infirmière anesthésiste et l'anesthésiste pour la consulte d'anesthésie pour faire une aspiration. Puis un interne qui venait d'Istanbul, en aide aussi, vient me dire, non mais ici ça se passe pas comme ça, c'est pas comme chez vous. Ah bon, comment ça se passe? On va te montrer. Donc en fait la dame est arrivée, on a tiré un paravent, on a mis le spéculum, on a fait un bloc paracervical en 2 minutes, et puis on a pris un dispositif d'aspiration manuelle. La dame n'a pas bronché, alors elle était sidérée peut-être par la situation, mais surtout, en fait, on n'a pas eu à recourir ni à l'équipe du bloc, ni à l'équipe d'anesthésie. Et l'aspiration s'est faite sous éco-guidage en 5 minutes chrono. La dame est repartie. Eh bien, je suis revenu à Lyon et je suis en train de diriger une thèse pour que ce dispositif, on puisse aussi l'utiliser. Donc, apprendre, c'est aussi apprendre les uns des autres. On aide, mais on est aidé aussi également en retour. Enfin, le mot de la fin, c'est beaucoup d'émotions que de voir le pays qui vous a vu grandir, eh bien, aller au chevet du pays qui vous a fait naître, en fait. Et le pays qui m'a fait grandir, c'est la France. Si j'en suis là, c'est grâce à la France. Et je suis arrivé ici, aussi, je viens de Turquie. Eh bien, les deux pays, en dépit de ce qu'on peut dire au niveau politique, eh bien, la main tendue dans l'adversité avec quelqu'un qui peut être, comment dirais-je, amoureux de sa maman et de son papa, donc de ces deux patries, je crois qu'il n'y a pas de plus beau message à faire passer. Voilà les belles rencontres. Et voilà la photo de la fin qui, je pense, vous parle. Merci.